Troisième temps fort de notre après-midi, ici en direct de la salle de diffusion de Nice et Forcité, à Chalon-sur-Saône. Nous sommes dans cette journée tout à fait particulière des Connect Days, troisième édition, et une édition 2020 pour les raisons que vous imaginez, qui est entièrement dématérialisée. J'ai toutefois à mes côtés, ici dans cette salle de diffusion, les intervenants de nos différentes tables rondes. Et précisément, après avoir évoqué tout à l'heure le e-commerce, la vente en ligne, qui s'adressait plus particulièrement aux commerçants et aux entreprises fabriquant des produits grand public, après avoir évoqué l'impression 3D, qui concernait plus particulièrement les entreprises métallurgiques et industrielles, eh bien nous allons évoquer, lors de ce troisième temps fort cet après-midi, le programme Industrie du futur. Gérard Vallée, bonjour. Bonjour. Vous êtes le délégué régional du CETIM, le Centre technique des industries mécaniques. Je vous laisse la parole, dans un premier temps, pour une présentation rapide de ce programme, et puis nous nous retrouverons juste après pour un échange avec un chef d'entreprise qui nous fera part de son expérience dans le cadre de ce programme. Gérard Vallée, c'est à vous. Merci. Oui, donc dans le cadre du plan 10 000 accompagnement des PME vers l'industrie du futur lancé par l'État, la région Bourgogne-Franche-Comté a souhaité décliner ce plan pour accompagner les entreprises industrielles de Bourgogne-Franche-Comté vers cette thématique de l'industrie du futur. Donc le plan national s'appuie sur les travaux qui ont été faits par l'Alliance de l'industrie du futur, avec un référentiel qui définit quelles sont les briques de l'industrie du futur. Comme ça permet de définir quelles sont les thématiques qui sont éligibles à ce programme. Et ce sont les régions qui ont en charge le déploiement opérationnel de ce plan d'accompagnement des entreprises. Donc au niveau de la Bourgogne-Franche-Comté, la région a lancé un plan pour accompagner 600 entreprises avec un budget de subvention de 5,5 millions d'euros. Donc ça permet d'accompagner dans la durée et sur plein de thématiques le tissu industriel de Bourgogne-Franche-Comté. Pour mettre en œuvre son plan Industrie du futur, la région a retenu 3 opérateurs. Donc le premier, c'est le pôle véhicule du futur avec la plateforme automobile, donc qui a en charge l'accompagnement de 40 entreprises de la filière automobile. Donc on verra un peu plus tard le programme. Le deuxième opérateur, c'est le GIFAS avec le cluster Aéromicrotech, qui accompagne 10 entreprises qui sont très fortement impliquées dans la filière aéronautique. Et puis le troisième opérateur, donc c'est un consortium regroupé autour du CETIM, avec 14 partenaires, dont bien entendu Nice et Forcité. On ne va pas tous les lister, ils sont sur le PowerPoint. Mais on a cité Nice et Forcité. On a cité où nous sommes cet Forcité, après-midi. c'est quand même la moindre des choses. Bien entendu. Donc avec cet ensemble des opérateurs, donc il y a 8 modules d'accompagnement qui ont été élaborés. Donc des modules qui sont plutôt des modules de réflexion, comme le module de transformation de la feuille de route, et puis des modules qui sont plutôt des modules de mise en œuvre opérationnelle. Donc on va regarder ces 8 modules succinctement, on ne va pas rentrer dans le détail de tous, mais au moins voir un peu ce que recouvre chacun. On vous suit. Donc le premier module, l'élaboration de la feuille de route, ça accompagne les entreprises dans la définition de leur plan d'action du futur. Donc l'idée, c'est de partir de la vision stratégique de l'équipe dirigeante de l'entreprise et d'analyser avec elle comment cette vision stratégique peut se décliner à travers des enjeux de développement et de voir pour ces enjeux quelles sont les briques de transformation de l'industrie du futur qui peuvent être mises en œuvre pour l'accompagner. Et donc ensuite, il va falloir hiérarchiser ces briques de transformation, et puis pour celles qui seront jugées prioritaires, de définir comment elles peuvent être mises en œuvre. Donc on obtient comme ça un peu le tableau de bord du plan de développement de l'entreprise à 3-5 ans, et de manière très opérationnelle. Donc c'est pour ça que je disais que ce module est un peu un module chapeau, un module de réflexion en amont. Suite à la crise Covid et au premier confinement, donc on a décliné ce module sur un module beaucoup plus opérationnel qu'on a appelé module relance de l'activité, donc qui vise à donner aux outils à des entreprises qui ont des difficultés les briques de transformation qui peuvent être mises en œuvre de manière très opérationnelle et très court terme pour arriver à ce que l'entreprise puisse travailler dans les meilleures conditions et surtout dans les conditions de rentabilité. Parce qu'on sait que
les évolutions et les pertes de volume d'activité qui ont eu lieu dans les entreprises, ça conduit à des équilibres différents entre les tâches à support et les tâches de production. Et donc, il est souvent important de gagner en compétitivité sur certains points pour ne pas remettre en cause la rentabilité de l'entreprise. Donc ce point-là est plutôt complémentaire du premier, c'est ça? Il est, Alors, il est dicté par la conjoncture Il est quelque dicté part. par la conjoncture. Voilà. On a décliné un peu les principes que l'on avait définis dans le premier, mais on est moins sur l'aspect stratégique et plus sur un aspect opérationnel court terme. D'accord. Ensuite, donc, le module intégration numérique, qui est un module très important, puisqu'on sait que l'intégration numérique, c'est une des grandes briques de l'industrie du futur, que toutes les entreprises ont des progrès à faire sur ce domaine, que c'est un domaine qui va leur permettre de mieux travailler, que ce soit en interne, en optimisant leur outil de gestion, ou également dans le flux qui va de clients jusqu'aux fournisseurs, avec tous ces briques d'intégration. Ça peut aller des modules de B2B jusqu'à la supply chain pilotée avec les fournisseurs. Donc pour ce module, on a deux grands axes d'accompagnement des entreprises. Un premier axe qu'on va appeler aide au choix d'une solution numérique. Donc l'entreprise qui sait qu'elle doit progresser sur un domaine du numérique, mais qui n'a pas identifié la solution adaptée à ses besoins. Et donc on va pouvoir l'accompagner avec des experts indépendants qui maîtrisent bien la thématique de l'entreprise pour définir son besoin, rédiger le cahier des charges, consulter des offreurs de solutions et puis aller jusqu'à l'aide au choix de la solution à mettre en œuvre. Donc ça, c'est un premier type d'accompagnement pour le module numérique. Le deuxième, qui peut venir à la suite du premier ou qui peut venir indépendamment, c'est la phase de déploiement d'une intégration numérique. L'entreprise, elle a choisi sa solution numérique et son intégrateur. Et donc maintenant, il faut l'intégrer dans l'entreprise. Et on sait que cette intégration, ça va nécessiter des investissements. Alors les investissements ne sont pas pris en compte dans le plan de relance de la région de celui-là. Il y a tous les plans de relance de l'État qui permettent de financer les investissements. Par contre, il y a toutes des activités qui vont être liées au paramétrage, à l'adaptation de la solution à l'entreprise, à la formation des opérateurs qui vont utiliser le logiciel, etc. Toute cette partie-là peut être prise en compte dans le plan industrie du futur de la région. Pour faire le lien avec la table ronde qu'on vient d'avoir, où il était question d'impression 3D, c'est typiquement le cas d'une entreprise, une PMI par exemple, qui voudrait intégrer des solutions 3D pour enrichir sa palette de services. Alors tout à fait, l'impression 3D est également une brique de transformation. Alors elle ne sera pas dans la brique numérique, elle sera dans une autre brique qu'on verra à peine plus loin, mais c'est tout à fait le type de projet que l'on peut accompagner. Je vous laisse poursuivre. Module 4 du coup. Alors, un autre module d'accompagnement qu'on appelle ligne accompagnement changement, donc qui est une démarche plutôt organisationnelle. Le Lean, c'est une démarche qui est bien connue maintenant et qui permet l'optimisation du travail dans l'entreprise, que ce soit à travers les flux matières, mais également, ça marche également pour les projets, ça marche pour les flux informationnels, enfin toutes les tâches administratives que l'on peut avoir. Et donc l'idée de ce projet, de ce module, c'est d'accompagner les entreprises non pas à traiter un cas, mais à monter en compétence sur cette méthodologie Lean. C'est-à-dire que c'est l'accompagnement principalement d'un pilote Lean interne. Alors c'est un module qui se différencie un peu des autres, puisque les autres, ce sont des modules, on va dire, où l'entreprise a un projet, on suit l'entreprise. Là, pour celui-là, on va travailler avec des groupes d'entreprises. On va travailler avec 5 entreprises parce qu'on va faire du collectif également là-dessus. Donc, dans le collectif, il va y avoir un peu un aspect un peu de mise à niveau des connaissances du dirigeant et du pilote Lean sur les concepts Lean. Et puis, il va y avoir ce qu'on appelle les Gemba Walk mutualisés. Alors, le Gemba Walk, c'est un des outils du Lean qui est le traitement d'une problématique par le terrain. Et donc, c'est beaucoup plus enrichissant de faire ça à plusieurs. Donc l'idée, c'est qu'on tourne dans chacune des entreprises et on traite une problématique de l'entreprise. Ça enrichit l'entreprise puisqu'on lui apporte des idées sur sa problématique et ça enrichit les autres parce qu'ils voient comment traiter tel type de problème. Et puis ça permet de voir une multitude de problèmes. Et puis donc, il y a une partie accompagnement individuel, donc qui va commencer par des choses assez classiques dans le Lean, c'est la VSM et la 3. Donc le VSM, c'est la modélisation des flux de valeur. Et puis le A3, c'est le mode projet, c'est définir ce qu'on veut traiter dans l'entreprise.
Et ensuite, donc, il y a un accompagnement qui va être fait sur la mise en œuvre de chantiers opérationnels. Donc, on traite des cas réels de l'entreprise et le consultant accompagne le pilote au traitement de ces sujets. L'idée, c'est qu'au fur et à mesure des sujets, le pilote lean monte en compétence. Donc, le consultant sera de moins en moins présent. Pour que cette démarche ait le temps de s'ancrer, on a un accompagnement sur 18 mois. Donc, ça laisse le temps de traiter des sujets et de monter en compétence pour le pilote. Et comme la démarche Lean change un peu l'organisation, on a en accompagnement du pilote Lean un accompagnement, on va dire plutôt RH, qui va analyser quelle est l'incidence sur l'organisation et sur les personnes de ce mode de management. Et on va mettre en œuvre des accompagnements pour les personnes où c'est nécessaire. Je ne sais pas, un chef d'équipe à qui on demande d'animer des points 5 minutes, s'il n'est pas à l'aise, on va pouvoir l'accompagner sur la prise de parole. Un management d'îlot ou un management intermédiaire qui va avoir ses fonctions un peu modifiées, il peut avoir besoin de l'accompagner pour qu'il se sente plus à l'aise dans son nouveau poste, etc. Donc en plus de l'expert Lean qui va accompagner l'entreprise, on aura un consultant sur la partie RH. Comme ça, on a bien la vision complète de la démarche et un accompagnement global. Un module un peu plus techno, intégration robotique. Donc, la robotique, et on en parlera tout à l'heure avec notre témoin, c'est un axe important pour développer l'entreprise. Ça permet d'augmenter le temps d'ouverture de certains postes, ça permet de réduire des tâches pénibles, ça permet de changer également l'image de marque de l'entreprise. Et on s'aperçoit que souvent on nous dit les clients me considère plus pareil parce que je suis une entreprise qui investit, qui va de l'avant, qui innove, etc. Donc c'est également une thématique très importante. Pour un investissement robotique, il faut faire un travail en amont pour bien définir la solution. Donc l'accompagnement va avoir une phase où un expert robotique va analyser les besoins de l'entreprise, va travailler sur l'intégration de la cellule robotique, parce que ça ne se place pas comme ça au milieu de l'atelier, c'est en lien avec des équipements, c'est en lien avec des systèmes informatiques. On va travailler également sur l'aspect humain de l'intégration robotique. Comment est-ce qu'on prévient les opérateurs, comment est-ce qu'on les rassure que le robot ne va pas faire en sorte qu'on va se passer d'eux, mais que ça va leur donner d'autres missions, etc. Donc il y a toute une vision globale à avoir sur le projet. Ça permet ensuite d'élaborer le cahier des charges, de consulter des intégrateurs et d'aller jusqu'à l'aide au choix. Et ensuite, lorsque la solution est choisie, on passe dans un autre module qui est l'accompagnement au déploiement de la solution en interne, puisque un investissement robotique, une PME, elle n'en fait pas tous les jours. Comment est-ce qu'on négocie avec l'intégrateur, comment l'expert peut peut-être aider à l'optimisation de la solution, comment est-ce qu'on définit les différentes phases de recette de l'équipement. Voilà. Donc on a un accompagnement qui va jusqu'à la réception définitive de l'équipement. Et pour certains cas, c'est-à-dire les cas où on va aller vers de la robotique collaborative, on aura un module d'accompagnement sur l'aspect sécurité. Parce que dès qu'on fait travailler un opérateur à un robot dans le même environnement, vaut mieux quand même bien penser à l'aspect sécurité. Donc c'est un module comme ça où on peut avoir 3 phases d'accompagnement pour aller tout au long du projet. Un module plus ouvert, autre brique de transformation, parce qu'on a vu qu'on a défini des modules qui sont, on va dire, packagés, parce qu'on sait comment les mener, pour des thématiques qui sont connues. Mais les thématiques de l'industrie du futur sont très nombreuses. Ça va de l'aspect management innovant jusqu'à les IoT, jusqu'à la fabrication additive dont vous avez parlé, etc. Donc c'est important qu'on puisse répondre à tous les besoins d'entreprise. Donc le module autre brique, ça permet d'accompagner l'entreprise sur n'importe quelle brique. Alors c'est pour ça qu'on a beaucoup de partenaires également autour du projet, parce qu'il faut arriver à répondre à tous les besoins. Donc ça peut être de la fabrication additive, comme vous l'avez dit. On a des thématiques également sur l'intégration de la réalité virtuelle pour des opérations de maintenance à distance. On a des réflexions sur des modes organisationnels,
tout ce qui est responsabilité sociétale, etc. Toutes ces thématiques sont des thématiques d'industrie du futur. Donc, on peut accompagner toutes ces thématiques auprès des entreprises. Donc ça, ce sont pour les modules qui sont conduits par le consortium avec le CETIM. Et donc, les deux autres modules, qui sont le module lié à l'aéronautique et l'automobile. Donc, l'homme au cœur de l'industrie automobile du futur. Donc, c'est un module ouvert, puisqu'il va de 5 à 19 jours. Et ça permet d'identifier un problème pour une entreprise de la filière automobile, de voir quelle est l'incidence humaine de ce problème et de voir comment le répondre par une mise en œuvre d'un plan opérationnel. Il y a toujours l'aspect humain. Dans tous les programmes que l'on définit, il y a toujours cet aspect humain, puisque ça va de soi que la valeur ajoutée première d'une entreprise, ce sont ses compétences. Et que c'est bien là-dessus qu'il faut travailler. Et le reste, ce sont des outils au service de ça. Donc, ce module est piloté par le pôle véhicule du futur et donc ouvert aux entreprises qui ont au moins 30% d'activité dans la filière automobile. Et le dernier, le programme filière aéronautique pour l'industrie du futur. Alors lui, c'est un module très packagé de 49 jours. Donc, c'est un module lourd, enfin on va dire important. Ce sont pour des entreprises qui sont bien implanté dans la filière aéronautique et on va travailler sur une notion de supply chain aéronautique. Donc c'est un programme où il va y avoir du collectif, de l'individuel. Donc ça commence par une immersion des dirigeants dans une usine-école 4.0 pour leur montrer un peu l'étendue des possibilités de l'industrie du futur. Et puis derrière, il va y avoir de la formation collective, il va y avoir des journées d'approfondissement technologique et il va y avoir bien entendu de l'accompagnement individuel, donc 29 jours d'accompagnement individuel sur l'incidence du numérique dans l'entreprise. Donc avec ces 8 modules, ça permet d'accompagner globalement les entreprises. Ce que je n'ai pas dit, c'est que la charge, ce qui reste à charge de l'entreprise, c'est 50% du coût direct d'accompagnement. Donc c'est la question que je voulais vous poser, effectivement. Alors, les entreprises qui entrent dans ce programme choisissent 1, 2 ou 3 modules selon leurs besoins. C'est à la carte. C'est à la carte. C'est à la carte. En général, on fait module par module, parce que déjà, un projet pour une entreprise, c'est un projet nouveau, qui vient en plus de toute son activité récurrente. Donc en général, on dit à l'entreprise, on va faire sujet par sujet. Alors soit on commence par la feuille de route. On n'engage pas 3 modules en même temps, c'est ce que vous voulez dire. Voilà, on y va pas à pas. Voilà. Par contre, une entreprise peut faire les différents modules au fil de l'eau. Il n'y a pas de souci. Et le coût, effectivement, de ces opérations, il est important pour l'entreprise ? Ça va dépendre des modules et du nombre de jours, puisqu'on a un certain nombre de programmes, de modules qui sont non définis en nombre de jours. Une intégration numérique, ça peut être un petit projet de 5-6 jours, si c'est juste acquérir des compétences sur un nouveau logiciel. Mais si on veut faire toute une réflexion globale sur son schéma directeur d'informatisation et puis voir comment évoluer, on peut aller quand même un certain nombre de jours. Donc on est plafonné à 22 000 € par entreprise de coût de projet. Et 22 000 € dont 50% sont pris en charge. Oui. C'est le chiffre. Donc c'est 11 000 € maximum pour une entreprise. Et là, on est sur des gros projets à ce niveau-là. Voilà. Par module. Une dernière précision qui est importante tout de même, c'est quoi la porte d'entrée ? Je suis dirigeant d'une entreprise, d'une PMI ou d'une entreprise industrielle et je suis intéressé par l'un des modules. Je m'adresse à qui ? À la région, au CETIM ? On s'adresse à qui on veut. Il n'y a aucun souci. La région, bien entendu, puisqu'elle finance ce programme, le service économique de la région connaît très bien ce programme. Et ensuite, au niveau du consortium et des autres partenaires, il y a le comité technique Industrie du futur qui regroupe toutes les structures de développement économique qui travaillent en région Bourgogne-Franche-Comté. Et tout le monde connaît ce programme. Il y a plus de 50 personnes qui ont été formées au programme Industrie du futur et qui sont des relais vis-à-vis des entreprises. Donc là-dedans, il y a le réseau des CCI, les UMM, les différents pôles de compétitivité.
Tous sont susceptibles de constituer des guichets ou des portes d'entrée vers le dispositif. Oui. Combien d'entreprises, donc le programme a été lancé, combien d'entreprises actuellement en Bourgogne-Franche-Comté, vous pouvez nous le rappeler, Alors, sont concernées? il y a un potentiel de 600 accompagnements, hein, donc, sur la période normalement 2020-2022. Les programmes ont pris un peu de retard en 2020. Ça, c'est On normal, comprend, bien un sûr. peu pourquoi. Là, il y a une trentaine de projets qui sont lancés à l'heure actuelle. Alors, parmi les entreprises qui se sont lancées et qui ont participé à ce programme, il y a la vôtre, Jean Patenay. Vous êtes le président de Moule et Outillage de Bourgogne. C'est ça. Une entreprise de 26 salariés, basée ici à Chalon-sur-Saône. 3 millions d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier. Et c'est une société que vous avez créée en 2003. C'est ça. C'est bien ça. C'est ça. Votre spécialité, la fabrication de moules, donc, mais pour une technique bien spécifique, celle de la fonderie cire perdue. On va juste remettre tout le monde à niveau, parce que je ne doute pas que vous connaissez tous ce procédé technique-là, mais résumez-nous quand même en quelques mots en quoi ça consiste. Donc en fait, la fonderie cire perdue, c'est une technique de fonderie, comme son nom l'indique, qui a la particularité d'utiliser des modèles à usage unique. Alors on ne va pas remonter trop loin dans l'historique, mais enfin c'est une technologie qui était déjà utilisée dans l'Antiquité par les Grecs, les Romains, les Égyptiens, etc., pour créer des objets d'art, pour créer des accessoires vestimentaires, etc. Donc en fait, la technique est assez simple. On fait un modèle d'un élément qu'on veut avoir en fonderie. Autour de ce modèle, on crée un moule, en sable, en plâtre, un peu ce qu'on veut. Et en fait, on fait disparaître ce modèle. C'est pour ça qu'on appelle ça la fonderie cire perdue, parce qu'on perd le modèle. D'accord. Donc le modèle, en disparaissant, on laisse son empreinte dans ce qui a servi à faire le moule. Et c'est dans sa carapace, on peut appeler ça comme ça. Et c'est dans cette carapace qu'on va couler le métal. Une fois que le métal est solidifié, on casse cette carapace et on récupère la pièce en acier. Donc voilà, c'est une technique de fonderie qui a été remise à l'ère industrielle par les Américains dans les années, au milieu du XXe siècle, et qui est arrivée en Europe dans les années 60, etc. Et depuis, qui s'est développée pour l'industrie. Alors elle a une particularité par rapport à d'autres technologies de fonderie, type sable, injection sous coquille, etc. C'est qu'on peut faire des pièces beaucoup plus fines, beaucoup plus précises, des designs beaucoup plus poussés que la fonderie plus classique. Donc c'est particulièrement adapté pour des marchés comme l'aéronautique, comme le médical, l'automobile, etc., pour des pièces à plus forte valeur ajoutée qu'une fonderie traditionnelle. On a la coutume de dire que ce sont des pièces semi-finies qui nécessitent très peu d'usinage, juste les interfaces avec les pièces environnantes, mais on fait des aubages de moteurs de turbines d'avion, par exemple, qui sont bruts de fonderie. Donc on a quand même un aspect de surface qui est très propre et qui est très précis. Voilà, donc on s'est spécialisé là-dedans, effectivement. Nous, notre métier, donc c'est pas la fonderie, voilà, notre métier n'est pas de couler des pièces, mais par contre, je pense que vous l'avez compris dans ce que je vous ai expliqué, le modèle cire va à usage unique, va donc servir qu'une seule fois. Et donc, si le client, le fondeur veut couler 10 000 pièces, par exemple, il aura besoin de 10 000 pièces en cire. Donc, nous, notre métier, c'est de concevoir et de fabriquer les outils qui permettent d'obtenir ces pièces en cire. Donc, on le fait par injection, comme pour le plastique. Bon, c'est une technique un petit peu différente, mais voilà, on va injecter de la matière cire, donc, dans des moules en aluminium. Donc, nous, notre métier, c'est de concevoir ces outils. Alors c'est un métier qui est un métier nécessitant des compétences humaines et oui, bien sûr, on a dit tout à l'heure l'importance de l'homme dans l'industrie, mais ça nécessite aussi beaucoup d'investissements, beaucoup d'équipements, de matériel. Et depuis 2003, vous n'avez finalement jamais cessé d'investir. Tout à fait, parce qu'en fait, on a fait le choix depuis le début, alors qu'on dit 2003, c'est 2004 pour être précis, mais enfin peu importe. 2004, voilà, pas de souci. Ça n'a pas d'importance. Donc on a fait le choix depuis le début de se placer sur les marchés à plus forte valeur ajoutée. Comme dans tous les marchés, on peut trouver des pièces plus simples, des outillages moins sophistiqués. Mais bon, voilà. Qui sont soumis à une concurrence internationale plus forte, on le comprend bien. Etc. Donc depuis le début, on a voulu se placer sur les pièces les plus techniques, les plus compliquées, etc. Donc effectivement, ça nécessite, vous le disiez, des moyens humains, de très fortes compétences, que ce soit en études ou en fabrication, mais également en technologie
de production. Donc c'est vrai que depuis le début, c'est pour ça que je précisais 2004, mais parce qu'en 2005, on a acheté notre premier centre usinage grande vitesse, qui était déjà une mini-révolution chez nous. Maintenant, ça peut paraître un peu désuet, mais c'est vrai que ne serait-ce que 15 ans en arrière. C'était il y a 15 ans. Pour nous, en tout cas, c'était un pas important. Et d'ailleurs, sur cet investissement, on s'est tout de suite appuyé sur le CETIM pour, encore une fois, pour choisir le bon outil et ne pas se tromper. Et régulièrement, année après année, donc le premier c'était un centre d'usinage grande vitesse 3 axes. Quelques années après, on a fait encore une fois, pour nous c'était un pas technologique important, l'usinage 5 axes, toujours en usinage grande vitesse, toujours en appui avec le CETIM. On a toujours fait évoluer donc l'outil industriel pour justement pouvoir répondre à ces besoins importants de précision, de technicité. Et alors, quel était l'investissement, ou en tout cas la problématique qui justifiait votre entrée dans le dispositif Industrie du futur, donc la dernière réflexion en date, la dernière révolution en date, on va dire. Disons qu'à chaque fois qu'on franchit un cap, c'est vrai qu'on est une PME, on a les connaissances qu'on a, mais le risque quand on fait un saut technologique, on peut appeler un saut technologique, c'est de se tromper. Ça peut avoir des conséquences dramatiques. Donc c'est vrai que choisir le bon outil qui est adapté à notre type de production, à ce qu'on a vraiment besoin de produire, c'est quand même hyper important. Et maintenant, c'est vrai qu'avec le recul, on peut se dire, l'usinage grande vitesse, c'est quelque chose de très courant, mais si on avance un petit peu dans le temps, c'était déjà important. On n'était pas sûr, évidemment. Voilà, exactement. C'est prendre un risque à chaque fois. À chaque fois, c'est prendre un risque. Et si on avance un petit peu dans le temps, on va dire, de l'histoire de Moule et Outillage de Bourgogne, l'avant-dernier saut technologique qu'on a fait, c'est justement la robotique, puisqu'on a équipé un de nos centres d'usinage d'un robot de chargement-déchargement. 2015, c'est ça 2015, c'est ça, ouais, tout à fait. Ouais. Donc cet équipement, c'est vrai qu'au début, c'était une idée qu'on a, c'était même pas moi au départ, c'était le responsable d'atelier qui me disait, si on pouvait robotiser, ça serait bien, etc. Oui, on va robotiser. Voilà. Puis un jour, on se dit, on va le faire, mais on fait quoi? Avec quel type de robot, pour quel type de machine? Est-ce qu'il faut robotiser tout l'atelier? Est-ce qu'il faut se concentrer sur un type de pièce? Donc c'est vrai qu'on a un peu on ne sait pas trop sur quel il y a une réflexion, une réflexion et qu'on n'a pas forcément... on n'a pas toutes les réponses à cette réflexion. Donc encore une fois, là, on était rentré dans un programme qui s'appelait RoboStart PME, qui avait été lancé, je me rappelle, par M. Montebourg, je crois, de Forte. À l'époque où il était ministre. C'était un programme national et je me souviens, c'était au salon à Lyon, le salon de l'industrie à Lyon. Et donc on est rentré dans ce programme et effectivement, comme le disait M. Vallée, on a des experts qui nous accompagnent et qui nous aident. Alors ils ne nous donnent pas la solution en disant c'est ça qu'il faut chez vous, ils nous aident simplement à alimenter la réflexion et à se dire, quel type de pièces vous fabriquez, où est le goulot étranglement, si on veut l'appeler comme ça. Et petit à petit, on répond aux questions les unes après les autres, et puis derrière, on arrive à une installation. Donc effectivement, l'accompagnement se fait jusque dans la mise en place du robot, dans l'atelier, la prise en main par les opérateurs, et puis voilà. Donc c'est effectivement très très important d'être accompagné. Ça, Et puis 2018 ? Alors 2018, c'était la dernière étape de notre évolution technologique, puisque, pour en revenir juste à notre activité, donc la fonderie Cire Perdue, donc vous l'avez compris, pour obtenir une pièce, on doit fabriquer un moule pour pouvoir réaliser cette pièce. Pour le client final ou pour le fondeur, l'investissement du moule, c'est quand même relativement important. Et la fonderie n'étant pas vraiment une science exacte, on peut intégrer dans ce moule pas forcément des erreurs, mais des imprécisions. Alors pas nous. Mais le fondeur va nous donner un cahier des charges, il va nous dire cette pièce-là, il faut lui intégrer tel paramètre de retrait, telle déformation, etc. pour arriver à faire une pièce bonne derrière. Nous, on intègre ces paramètres, sauf qu'à l'arrivée, encore une fois que le client va couler sa pièce, il va se rendre compte que ce qu'il nous a donné comme information au départ, c'est pas forcément... il y a un petit décalage. Il y a un décalage, on va dire, entre ce qu'il a imaginé et ce qui s'est produit dans le process. Donc il faut retoucher le moule, il faut modifier, donc on perd de temps, forcément, ça a un coût, on perd en productivité, donc il faut un prototype ou un... Donc Donc la réflexion... Là, je sens que vous allez... je vois où vous allez arriver. Donc la réflexion, c'est de proposer à nos clients un service complémentaire avant de lancer la fabrication du moule, de leur donner les moyens de cerner au plus près tous ces paramètres qui sont liés à leur process. Et pour obtenir ceci, on a fait l'investissement d'une machine d'impression 3D, donc, qui permet d'imprimer des pièces en PMMA, donc c'est une matière plastique, et qui a la caractéristique de pouvoir utiliser
un peu comme une cire. C'est-à-dire que le client va construire sa carapace autour de ce modèle 3D. Et alors, il ne va pas le faire fondre parce que ça fond moins, mais il va le calciner. Et donc, le modèle imprimé va laisser son empreinte, comme l'aurait fait la cire, dans la carapace. Et donc, il va reprendre son process de fonderie, il va couler et il va analyser sa pièce. Et là, du coup, il va cerner de façon beaucoup plus précise les différents retraits, les différentes déformations, enfin tout ce qu'il aura besoin dans son procédé. Et ça va lui permettre d'avoir un cahier des charges qui soit beaucoup plus précis. D'ajuster le cahier des charges. D'ajuster son cahier des charges, voilà. Et une fois qu'il a fait ça, on peut fabriquer le moule et du coup, on tombe sur une pièce plus précise. Investissement d'un montant. C'est aux alentours de 600 700 000 euros. Donc on est sur la grosse machine. Oui, on est sur une grosse machine. Ouais, c'est ça. Une machine, on peut imprimer des pièces qui font jusqu'à 1 mètre de long. 1 mètre par 600 par 500. Donc le volume d'impression, c'est 1 mètre 600 par 500. Donc voilà, effectivement, on peut imprimer des grosses... De quelle manière le programme Industrie du Futur, enfin, c'est-à-dire l'accompagnement qu'il y a eu autour de ce projet, a été important, utile, pertinent pour vous? Encore une fois, c'était un peu la même interrogation que pour le robot. C'est-à-dire que, effectivement, on s'est dit l'impression 3D, oui, ça peut répondre à ce besoin, mais avec quel type d'équipement, quel procédé utiliser. Donc, encore une fois, cette fois, on est rentré dans un programme qui s'appelait le programme Corinne. Voilà. Et donc, encore une fois, on a eu des experts avec nous qui nous ont aidés un peu à débroussailler tout ce qu'on pouvait avoir en tête, tout ce qu'on pouvait poser comme question, etc. Donc, du coup, ils nous ont aidés à avancer pas à pas dans le projet, à cibler à nous accompagner dans ne serait-ce qu'une étude de marché vis-à-vis de nos clients, voir quels étaient leurs besoins, quel type de modèle imprimé ils utilisaient déjà, etc. Pour pouvoir, encore une fois, tomber sur le bon investissement. Et puis être sûr que le service qu'on allait proposer à nos clients répondait bien à leurs besoins. Si je pose la question autrement, c'est par rapport à tout ce qui nous a été présenté par M. Vallet tout à l'heure, c'est la dimension conseil, accompagnement, aide, elle a finalement été aussi importante que l'éventuelle aide financière dont vous pourriez profiter pour l'investissement proprement dit. C'est cette phase préalable qui est totalement indispensable. C'est le message qu'on veut faire passer finalement à celles et ceux qui nous regardent. Merci encore. Voilà, c'est de ne pas négliger cette je dirais non seulement il ne faut pas le négliger, mais c'est même le premier point à noter, c'est que même si vous cherchez plutôt un accompagnement financier, alors je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais si vous cherchez plutôt la rentabilité, on va dire, de l'investissement au détriment du résultat technologique, si vous vous plantez sur le choix technologique, ce sera toujours un investissement qui sera beaucoup trop cher. Donc effectivement, pour moi, le plus important, c'est effectivement de bien cibler le besoin, d'être sûr d'avoir une réponse adaptée à la demande de nos clients. Après, évidemment, l'accompagnement financier est aussi important et on a beaucoup travaillé avec, justement, avec les experts qui nous avaient été proposés par le CETIM, mis à disposition par le CETIM. Et on a travaillé avec le conseil régional, on a travaillé avec pour obtenir le maximum d'accompagnement. Mais je dirais que c'est presque un deuxième temps. Le premier temps, le plus important pour moi, c'est de ne pas se tromper sur le choix. Merci beaucoup pour ce témoignage, Jean Patenay. Juste le mot de la fin pour vous, Gérard Vallet. On est dans le cadre d'une entreprise industrielle qui a une tradition d'investissement. Vous me disiez quand on s'était parlé au téléphone pour parler de cette table ronde que ça faisait partie de l'ADN de l'entreprise. Oui, complètement. Cette volonté d'innovation et cet investissement, ce souci de l'investissement et de la mise à niveau constante. Et on voit bien en même temps qu'il y a une prudence, une très grande prudence du chef d'entreprise à chaque fois qu'il doit engager un investissement et qui justifie complètement la mise en place d'un programme comme Industrie du Futur. C'est vraiment important d'avoir ce temps de réflexion stratégique et de réflexion sur la façon dont on va rendre opérationnelles ces grandes orientations. Oui. Alors, c'est vrai qu'il y a deux aspects qui sont très importants. Il y a cette notion de trajectoire donc, qui est liée à la stratégie. On voit bien que MOB, c'est une histoire, avec des étapes qui ont été retracées. Et l'entreprise, à l'heure actuelle, c'est le fruit de tout ça. Il me disait tout à l'heure qu'actuellement, c'est principalement à l'export que vous travaillez. Donc, ça porte ses fruits. Et donc, ça, c'est bien l'accompagnement de la vision stratégique du dirigeant. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est de se dire, oui, ces investissements, ce n'est pas dans le champ de compétences du patron d'entreprise, de la PME. Donc, il faut l'accompagner, effectivement, pour sécuriser son investissement. Et c'est là qu'il
une action collective telle que le plan de relance, le plan Industrie du futur a toute son importance, parce que ça permet de mobiliser des experts en fonction des thématiques qui vont venir travailler avec l'entreprise, qui vont apporter leurs connaissances, leurs compétences et guider l'entreprise vers le choix qui sera judicieux pour elle. Que ce soit dans le numérique, que ce soit dans la fabrication additive, etc. Il y a une offre qui est pléthorique. Et le dirigeant, ce n'est pas un expert techno de tous ces domaines. Lui, sa compétence, elle est ailleurs. Elle est sur ses procédés, elle est sur ses marchés, etc. Donc, effectivement, un accompagnement de cette nature est nécessaire pour les patrons de PME. Merci beaucoup à tous les deux. On a parlé de transformation numérique cet après-midi et bien compris avec cette dernière table ronde, donc qui est vraiment un titre de témoignage et d'exemple, qu'il existe en tout cas en Bourgogne-Franche-Comté, comme partout en France, mais notamment en Bourgogne-Franche-Comté, des experts, des dispositifs, des accompagnements possibles et qu'il suffit d'aller pousser les portes. En tout cas, c'est une nécessité pour réussir sa transformation numérique. Merci beaucoup à tous les deux. Merci.